Salut, moi c'est Lisa, je suis tutrice de groupe et je vais vous parler de la régulation sodée. Donc déjà, qu'est-ce que la natrémie? La natrémie, c'est le taux de sodium dans le sang et elle est de 140 millimoles par litre, ce qui fait que le sodium est le principal cation extracellulaire. Pour ce qui est du contenu intracellulaire en sodium, il est de 10 à 20 millimoles par litre. Le contenu total de sodium est quant à lui de 60 millimoles par kilogramme de poids, dont les 2 tiers, donc 40 millimoles par kilogramme, sont échangeables en 24 heures. Ça fait beaucoup de chiffres, mais ils sont vraiment importants, donc il faut vraiment les connaître. Et pour ce qui est de la répartition, on a donc 90% du sodium qui est en extracellulaire et 10% en intracellulaire. Donc ensuite, pour ce qui est du bilan entrée-sortie, il faut vraiment voir ça comme une balance. Donc comme dans la diapositive du professeur Péréon, on va avoir un apport de sodium qui se fait exclusivement de manière alimentaire et il est de 250 millimoles par jour. Pour les sorties, elles se font principalement par les urines et on va avoir des pertes minimes par les selles et la sueur. Donc ça va être 10 millimoles par litre, mais ça c'est dans des conditions normales. Quand on va être en diarrhée par exemple, on va passer de 10 millimoles par litre à 60 millimoles par litre, donc de perte de sodium par les selles. Donc ensuite on arrive au niveau de la diapo qui montre la structure du rein et du néphron. Ce qui est important à retenir là, c'est pas vraiment la structure du rein, mais vraiment celle du néphron. En fait, un rein, c'est composé de plein de néphrons. Le néphron, c'est la structure unitaire de filtration du rein qui se trouve au niveau des pyramides médulaires. Et donc un néphron, c'est composé du glomérule. Ensuite, on a le tube contourné proximal, la branche descendante de l'anse de Henle, la branche ascendante de l'anse de Henle, le tube contourné distal, donc à ne pas confondre avec le proximal qui est au début, et distal, donc premier proximal, deuxième distal. Ensuite, le tubule jonctionnel et le canal collecteur. Et ensuite, chaque partie a vraiment un rôle spécifique. On va avoir dans le glomérule de la filtration. Et que de la filtration. La filtration n'aura pas lieu dans un autre endroit que le glomérule. Donc 100% de filtration du sodium a lieu dans le glomérule. Ensuite, l'urine primitive va continuer son chemin et elle va arriver au niveau du tube contourné proximal. Et à cet endroit, on va avoir une réabsorption de 66% du sodium. Elle continue, on arrive au niveau de l'anse de Henle où on va avoir une réabsorption de 30%. Et enfin, une réabsorption de 3% au niveau du tubule jonctionnel. Donc à la fin, on va avoir seulement une excrétion de 1% de sodium dans des conditions normales et donc par les urines. Donc ensuite, on arrive au niveau du système rénine, angiotensine, aldostérone. Très important, il faut bien le connaître. La diapo peut faire peur, mais en fait, on va la couper en deux parties. Déjà, la composition du glomérule rénal. Donc le glomérule, il est composé de l'appareil juxtaglomérulaire qui est donc à une partie dans l'artériole afférente et une dans le tube contourné distal. Dans l'artériole afférente, on va retrouver les cellules musculaires lisses granulaires puisqu'elles produisent des grains de rénine. Et au niveau de ces cellules, on va avoir des récepteurs bêta plus adrénergiques, des récepteurs AT1 à l'angiotensine 2, et des mécanorécepteurs. Ensuite, au niveau du tubule contourné distal, on va avoir la macula densa. Et au niveau de la macula densa, on a des osmorécepteurs au sodium. Donc, en cas de diminution de pression artérielle, on va avoir une augmentation de la production de rénine. Et cette rénine, elle va avoir pour rôle de transformer l'angiotensinogène qui est produite au niveau du foie. Elle va transformer donc l'angiotensinogène en angiotensine 1. L'angiotensine 1 va être transformée en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion qui, elle, est produite au niveau des poumons. Et ensuite, l'angiotensine 2 va agir sur les surrénales, plus précisément au niveau de la cortico-surrénale,
pour produire de l'aldostérone. Il faut faire attention, l'enzyme de conversion est produite au niveau des poumons, mais la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2 n'a pas lieu dans les poumons, elle a lieu dans le sang. Donc l'aldostérone qui a été produit a donc deux actions au niveau du canal collecteur. Tout d'abord, on regarde le schéma. On a la lumière tubulaire avec l'urine et le sang. Entre les deux, on a la cellule principale. À la face apicale, on va retrouver le canal ENAC qui permet de faire passer du sodium depuis l'urine vers la cellule principale. À la face basale, on a la pompe NAK-ATPase qui permet de faire passer 3 sodiums depuis la cellule principale vers le sang et 2 potassium du sang vers la cellule principale. Tout cela s'entraîne de mouvements d'eau, donc l'eau va de l'urine vers le sang puisque l'eau suit les mouvements du sodium. L'aldostérone a donc une action rapide par l'activation d'une kinase. Cette kinase, elle va phosphoryler le canal ENAC et la pompe NAK-ATPase, ce qui fait que le canal et la pompe vont fonctionner plus rapidement. La deuxième action est une action génomique. C'est une action qui est lente et en fait, ça va permettre de produire plus de canaux et plus de pompes. La cellule principale va donc avoir plus de canaux et plus de pompes et donc va permettre une meilleure réabsorption de sodium. On est donc au gros schéma de la fin qui peut faire un peu peur mais il est facile à comprendre. En fait, il faut toujours avoir en tête le point de départ. Ici, le point de départ, c'est la baisse de la volémie. Cette baisse de volémie va entraîner une diminution de pression artérielle. Et donc, que se passe-t-il en cas de diminution de pression artérielle ? Eh bien, tout d'abord, on va avoir une production de rénine. Cette production de rénine va entraîner, on l'a vu tout à l'heure, une production d'angiotensine 2. Cette angiotensine 2 va avoir plusieurs actions. Déjà, elle va avoir un rétrocontrôle négatif sur la rénine pour éviter d'avoir un emballement du système. Elle va également avoir un rôle de vasoconstriction. Elle va aussi avoir une production d'aldostérone, donc ça c'est ce qu'on a vu dans le schéma tout à l'heure. Et aussi, elle va permettre l'activation de l'échangeur NaH au niveau du tube contourné proximal. Et en activant cet échangeur, elle va entraîner une augmentation de la réabsorption du sodium par le rein. Donc ça c'est pour ce qui se passe au niveau de la rénine. Mais quand on a une diminution de pression artérielle, on a également une augmentation du système orthosympathique. Ce système orthosympathique il va activer les récepteurs β+ dans l'appareil juxtaglomérulaire et cette activation va entraîner une augmentation de rénine. Mais il va également, le système orthosympathique, il va aussi activer l'échangeur NaH dans le tube contourné proximal qui va aussi entraîner une augmentation de la réabsorption de sodium par le rein. Donc l'aldostérone, elle, on l'a vu tout à l'heure, elle active ENAC et la pompe NAK-ATPase et donc entraîne une augmentation de la réabsorption de sodium par le rein. Et ensuite, sur le côté du schéma, on a la thriopeptine, qui en fait, la thriopeptine, elle va en fait contrer la production de rénine, mais également celle d'aldostérone et donc la réabsorption de sodium par le rein. Le NO et l'endothéline vont aussi inhiber ENAC dans le canal collecteur et donc ça va diminuer la réabsorption de sodium par le rein. Et l'acidose chronique, c'est la même chose, elle va diminuer la réabsorption de sodium par le rein. Et donc en fait, quand on a une réabsorption de sodium, on a aussi une réabsorption d'eau. Et donc en fait, ça permet de restaurer la volémie.